Lionel. Oui, Ah Lionel. voilà. Pardon, voilà, ça devait démarrer. J'ai commencé sans mettre le micro, évidemment. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Mathilde, pour cette invitation. C'est très agréable de te retrouver et puis de retrouver Guillaume et Johan, qui ont été pendant quelques années mes deux acolytes pour ces semaines de la gastronomie, qu'on va essayer de vous présenter. Et puis surtout, comme le disait Mathilde tout à l'heure, évidemment, si vous pouvez mettre vos caméras, c'est sympa, comme ça on voit, on peut vous voir. Johan a mis sa caméra, comme ça on peut voir qu'il y a la mer derrière lui, si je ne m'abuse. C'est ça? Tu nous fais rêver? Voilà, Un très grand bien. bonjour de Tel Aviv. Voilà, 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 super. donc en direct de Tel Aviv, très bien. Bonjour Johan, merci pour le coup de blues que tu nous offres en Dès direct. lundi, c'est parfait. Voilà, le lundi au soleil, c'est Johan, donc. Timothée, pas de problème s'il n'y a pas de caméra. Et puis Guillaume, qui n'est pas à la plage ni au soleil, mais qui doit être au ministère des Affaires étrangères, j'imagine. Voilà, c'est ça. Donc on va se présenter rapidement tous les trois. Donc Lionel Choucroune, moi j'ai été attaché culturel à l'ambassade de France à Tel Aviv pendant 5 ans. Et puis pendant ces quelques années, avec Johan, qui était, je vais le laisser se présenter plus en détail, mais qui était lui à la mission économique de l'ambassade. Nous avons créé un festival de gastronomie française lorsque nous étions des diplomates français basés à Tel Aviv. Et le parrain de ce festival, le parrain des parrains, si j'ose dire, c'était Guillaume Gomez, que vous avez également à l'écran. Voilà, donc ensuite on a fondé avec Johan et puis avec Guillaume, comme parrain toujours, une entreprise qui a produit des festivals de gastronomie française, cette fois-ci de manière dans le cadre d'une entreprise, voilà, une fois que nos activités en ambassade se sont terminées. Et puis voilà, la vie a fait que nous allons vers d'autres chemins. Pour moi, en tout cas, ni Johan ni Guillaume, eux, n'ont abandonné la gastronomie, mais ils vous raconteront ça mieux que moi, et je leur laisse la parole. À tout seigneur, tout honneur, Guillaume Gomez. Bonjour à toutes et tous. Alors merci pour cette invitation. C'est vrai que c'est toujours avec un peu nostalgie qu'on l'on reparle de ces belles rencontres et de ces beaux moments que pouvaient être nos semaines de la gastronomie française et en particulier celle de Tel Aviv, celle en Israël plutôt plus précisément puisque c'était dans plusieurs villes d'Israël. Déjà une petite pensée parce que je peux pas commencer à vous parler de la gastronomie, vous parler de ces semaines So French So Food en Israël sans avoir une pensée pour mon ami Shalom Kadosh qui est hospitalisé, donc on pense bien sûr très fort à lui. Et c'est vrai que déjà, ça a été avant tout des rencontres, ces semaines de la gastronomie. Vous l'aviez dit un petit peu dans votre préambule, c'est de la diplomatie, mais la diplomatie n'est rien sans rencontre, sans une histoire d'hommes, avec un grand H, hein, les hommes et les femmes. Mais c'est vrai que ça a été l'occasion de se rencontrer, Lionel, Johan et moi, puisque c'est la première fois qu'on a commencé à collaborer ensemble, avant de nombreuses semaines de la gastronomie à travers le monde d'ailleurs, puisqu'il y en a eu après de nombreuses autres. Pour ma part, 7 éditions en Israël, si je dis pas de bêtises, 3 ou 4 à vos côtés, Lionel et Johan, et après quelques-unes encore avec les services, enfin avec vos services et celles et ceux qui vous ont succédé. Donc, avant tout, c'est, comme je vous l'ai dit, voilà, une histoire d'homme, une rencontre, l'envie, parce que pour avoir fait de nombreuses semaines de la gastronomie à l'international, c'est vrai que celle-ci était particulièrement riche, on va dire, en humanité, en amitié, en travail, bien sûr, avec un contenu, parce que sans le contenu, elles ne sont rien. Mais ça a été des moments vraiment privilégiés, et la preuve en est, c'est qu'au bout de ces 7 éditions, pas une personne, pas un chef, pas un artisan, pas un producteur qui a pu venir pour ces festivals ne demandent à revenir. C'est-à-dire qu'ils sont tous emballés. Déjà, ils ont découvert un pays parce que pour la plupart, on va dire plus de la moitié, même plus de 80%, ne connaissaient pas Israël. Et la plupart ont découvert Israël grâce à ces semaines de la gastronomie et toutes et tous demandent à revenir.
Alors c'est vrai que ça a été pour moi en plus un moment privilégié en tant que parrain déjà, parce que quand on parraine, quand on a la chance de parrainer un événement comme celui-ci, c'est quelque chose d'important, de pouvoir emmener à chaque fois une délégation de chefs. Donc au début une délégation plutôt hétéroclite, faite des bonnes volontés les premières années, parce qu'il fallait faire connaître le festival. Et très rapidement en fait, il a fallu s'organiser parce qu'on avait trop de monde. Trop de monde voulait venir sur ces semaines de la gastronomie. Donc ensuite on a régionalisé et fait en sorte de trouver des partenaires par les régions françaises pour pouvoir emmener des délégations propres à la région, ce qui permettait déjà de créer, et c'est le but aussi de ces semaines de la gastronomie, des ponts entre nos deux pays, que ce soit des échanges culturels, économiques, gastronomiques bien évidemment, parce que la gastronomie reste, on va dire, le fil conducteur de ces semaines-là, mais ce qui était important, c'est qu'autour de la gastronomie, qu'elle soit française ou israélienne, puisqu'à chaque fois, il y a un pendant avec nos interlocuteurs, c'était de montrer que en plus de la gastronomie, ce qu'on voulait amener, ce sont avant tout des valeurs. C'est-à-dire qu'à travers notre gastronomie, on fait passer des messages, on fait passer des valeurs. Et c'est vrai que c'était à chaque fois des programmes très riches avec une partie caritative, une partie avec des masterclass, une partie avec des conférences, une partie avec des rencontres. Également tout un pan culturel. Alors il y a eu des années des expositions de photos, je me souviens, à l'Institut français, notamment sur la gastronomie. Il peut y avoir également des projections de films. Il peut y avoir, enfin, tout un programme qui peut être mis autour de ces semaines de la gastronomie. Et, et alors rapidement, pour pas prendre tout votre temps, puis qu'on puisse échanger, mais c'est vrai qu'à chaque fois, ce sont des moments importants parce que tout au long de l'année, on peut construire ça, et surtout ces semaines de la gastronomie, c'était pas du one shot, c'est-à-dire que ça se construit longtemps avant, et surtout ça se digère. C'est-à-dire que en attendant la deuxième, eh ben, les liens sont créés, les liens sont faits. Certains chefs que l'on emmenait pour ces semaines de la gastronomie revenaient, du business est créé bien évidemment parce que ça a aussi un attrait économique. Johan, tu pourras nous en parler, mais je me souviens que notamment sur la deuxième semaine de la gastronomie, ça avait servi, fort de l'expérience de la première, à savoir que c'est maintenant en Israël, j'espère, et ça le sera toujours à la réouverture, parce qu'avec le Covid, il a fallu qu'on annule les deux dernières éditions, enfin la dernière et puis celle de 2021, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va se faire, mais ça avait permis notamment d'ouvrir des lignes sur les importations françaises en Israël de plusieurs produits. Alors, c'est vrai, des produits de l'agroalimentaire, mais pas seulement. Ça avait vraiment permis, parce que les ministres israéliens étaient présents, parce que des rencontres avec les autorités israéliennes se sont faites grâce à cette semaine de la gastronomie, ça permet d'être aussi un facilitateur d'échanges de médias, et c'est là où la diplomatie rentre en compte, et c'est ce qu'on pourrait définir par le soft power de la diplomatie, et si beaucoup de sujets peuvent diviser les hommes, s'il y en a bien un qui réunit, c'est la gastronomie. Voilà. Bah écoute, c'est une belle introduction parce qu'on va revenir en détail sur tout ça, effectivement, sur à la fois les rencontres, les programmes, et puis ce que ça a permis aussi de générer, parce que il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup comme tu le disais, d'humanité, mais c'est vrai que quand à la fois dans un cadre d'ambassade ou dans un cadre d'entreprise, comme on a pu le créer avec Johan, effectivement, bah, il y a aussi des objectifs, des modèles économiques, des objectifs pour une ambassade à se fixer. Mais on va y revenir peut-être progressivement dans la discussion. J'ouvre juste une petite parenthèse à celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. C'est évidemment de ne pas hésiter à nous interrompre, voilà, à nous poser des questions au fil de l'eau, parce que c'est pas sous forme de cours, mais c'est vraiment plutôt sous forme d'interaction et là aussi de rencontre. Voilà. Peut-être, Johan, un petit mot d'introduction après vous avoir présenté le soleil et ta vue plongeante sur la mer. Oui, alors quelques vraiment très courts parce que Lionel et Guillaume ont déjà tout dit en réalité. J'ai donc moi eu le plaisir et la chance de travailler avec Lionel à l'époque au service économique de l'ambassade de France à Tel Aviv. Lorsque nous avons créé la première édition de cette semaine de la gastronomie, et puis ensuite, comme l'a dit Lionel, la vie de chacun a fait qu'au-delà de notre association, j'ai poursuivi mes aventures professionnelles et aujourd'hui à Tel Aviv, je m'occupe de la licence de la maison Kayser, du boulanger Eric Kayser, pour le compte duquel on a ouvert une activité d'abord à Tel Aviv et puis à terme en Israël, avec la création d'un atelier de fabrication de boulangerie, de pâtisserie, traiteur, comme tous les étudiants qui sont ici présents doivent connaître la marque.
et puis l'ouverture de 2 boutiques et d'un restaurant, prochainement une 3e boutique. Je fais aujourd'hui, donc j'ai poursuivi mes activités professionnelles également dans ce secteur-là de la gastronomie et de la restauration, et je propose de renvoyer la parole à Lionel pour davantage parler de l'ingénierie du projet et des semaines de la gastronomie. Bon, super, merci Johan. Alors parce que j'ai préparé quelques slides, évidemment, pour pouvoir voilà, structurer un petit peu notre propos. Et l'idée, alors je vais voir si ça marche, évidemment. Alors, comment est-ce qu'on fait? Pourtant, on a révisé avec Mathilde. Partager du contenu. C'est partager Est-ce tes que vous fichiers. voyez? C'est super. On voit Est-ce que vous voyez? on voit très bien et on voit en plus vos visages en bas. Voilà. Ça On voit fonctionne. surtout que c'est pas Tel Aviv. Super, voilà. Voilà, donc là, on n'était pas vraiment à Tel Aviv. Là, on était en Corée, à Séoul. Voilà, donc j'ai mis cette photo pour illustrer le propos sur ces 3 sujets de diplomatie, de gastronomie et de culture. Mais je passe très vite pour aller à cette slide. Alors, Guillaume, tu t'es présenté, mais tu es aujourd'hui. Rapidement. Tu veux que je le Voilà. refasse? D'accord. Allez, peut-être juste quand même les points saillants parce Ouais. que ta fiche Wikipédia est longue. Rapidement à celles et ceux qui nous regardent, qui je suis. Donc c'est vrai que j'étais le parrain des semaines de la gastronomie française à l'international et notamment celles qui se sont déroulées en Israël. En tant que chef de cuisine de l'Élysée, j'ai été à l'Élysée pendant de nombreuses années, pendant près de 25 ans. J'ai quitté mes fonctions il y a quelques semaines de ça pour être nommé représentant personnel du président de la République en ce qui concerne la gastronomie, l'alimentation et les arts culinaires. Et parallèlement à ça, il y a maintenant une dizaine d'années, on a fondé avec quelques chefs, notamment ceux du Sénat et de Matignon, une association qui s'appelle les cuisiniers de la République française, dont je suis le président, et qui fédère celles et ceux, cuisiniers comme pâtissiers, qui travaillent pour la République française à travers le monde. Donc, bien sûr, dans nos ambassades et dans nos consulats, lorsque le chef ou la chef est français, et sinon également dans toutes les représentations de la République sur le territoire national, à savoir nos ministères, mais également nos préfectures, nos sous-préfectures, des collèges, des prisons, des crèches, des lycées, toutes celles et ceux qui travaillent pour la République française. Donc ce chemin m'a amené bien sûr à présider les semaines de la gastronomie française et d'autant plus aujourd'hui en tant que représentant du président, donc avec un statut d'ambassadeur de la gastronomie. Je suis ravi déjà de participer puisque c'est mon domaine de compétences, diplomatie et gastronomie. Et voilà, et donc à votre service aujourd'hui pour répondre à vos questions. Formidable, merci beaucoup Guillaume. Et donc la slide suivante, c'est une bonne introduction parce que c'est de démarrer par un petit peu d'histoire parce qu'on a souvent le sentiment que c'est quelque chose d'assez neuf, ce lien entre la diplomatie, la cuisine, les arts culinaires, les arts de la table, sans doute le miroir grossissant des réseaux sociaux et parfois même aussi un petit peu de l'hyper-notoriété d'un certain nombre, mais c'est quand même quelque chose de très ancien, puisque c'est quelque chose qui date déjà sans doute du XVIe siècle, sans doute déjà de Louis XIV, qui avait déjà installé un peu à sa table un certain nombre de grands principes, c'est-à-dire que l'art de recevoir, c'était des repas somptueux, c'est glorifier d'une certaine manière à la fois celui qui reçoit et puis les invités. Mais c'est aussi l'art de la conversation. C'est vraiment une tentative aussi de briller, pas seulement par ce qu'il y a dans son assiette, mais aussi par tout ce qui l'entoure et par le contexte un petit peu général. Mais là, on a un exemple et c'est l'image que vous avez sous les yeux, c'est le duo entre Talleyrand et Carême, avec cette phrase célèbre de Talleyrand, qui était le représentant de Louis XVIII pour un congrès qui devait, en 1814, qui devait sceller l'avenir de l'Europe après la défaite de Napoléon. Et Talleyrand, donc un diplomate, quelqu'un qui avait une grande expérience, dit au roi, Sire, j'ai besoin
de cuisiniers, j'ai besoin plus de cuisiniers que de diplomates. Et donc, il part à Vienne avec Antonin Carême, donc qui est ensuite réputé, qui a été appelé le roi des chefs et le chef des rois. Et je crois, Guillaume, c'est vraiment une figure, une référence, à la fois parce que la gastronomie a apporté dans l'art de la négociation, et tu le dis souvent, les grands traités se décident à table, mais aussi parce que Antonin Carême a aussi amené de manière plus globale à la gastronomie française et à une forme de codification. Et donc, du coup, la France, à la fois sur le rôle de la gastronomie comme étant un outil de diplomatie et la France comme euh, à travers Carême comme personnage qui va codifier un certain nombre de choses. Je crois que ce sont les sauces, si, si- si je ne m'abuse, mais tu vas nous en dire plus. Bah, on voit très bien que la France, d'ores et déjà, est déjà très très présente et fait de la gastronomie un outil puissant de sa diplomatie. C'est bien ça, Guillaume? Oui, alors c'est vrai que Talleyrand est à l'époque ministre des Affaires étrangères, enfin ce qui correspond au ministre des Affaires étrangères, et il faut comprendre que lorsque Louis XVIII l'envoie sur ce congrès de Vienne, la France est vraiment mal en point et normalement est perdante de tout et doit renoncer presque à tout. Et justement, l'un des plus grands atouts de la France déjà à l'époque, c'est sa gastronomie de par ses chefs qui ont commencé à s'installer, qui ont commencé, on voit émerger les premiers restaurants, on voit surtout émerger les premières figures de ce qui deviendra la gastronomie française, à savoir des chefs, des intendants qui ont une belle renommée internationale déjà chez des grands bourgeois, dans des grandes maisons. Et Antonin Carême est celui qui va codifier un petit peu la cuisine et celui qui va déjà se démarquer par rapport aux autres, parce que ouvrir boutique, c'est aussi celui qui fait sortir, qui fait un rang au cuisinier. C'est-à-dire que le cuisinier reçoit des titres et le cuisinier n'est pas un employé comme les autres, n'est pas un employé de maison. Il ne porte pas la livrée, c'est-à-dire que le chef est rattaché directement à son patron, mais ce n'est pas son maître. Donc c'est vraiment, voilà, le cuisinier porte l'épée, c'est vraiment quelque chose qui, tout début de la reconnaissance des métiers, est quelque chose d'important. Et c'est vrai que Talleyrand a eu plusieurs phrases, donnez-moi de bons cuisiniers, je vous donnerai de bons traités, pour montrer l'importance de ça. Et c'est l'un des outils diplomatiques avec d'autres. Hein. Au traité de Vienne, il n'y a pas eu que la cuisine. Il y a eu, au congrès de Vienne, pardon, il n'y a pas eu que la cuisine. Il y a eu d'autres, on va dire, gymnastiques du soft power qui ont permis à la France de se faire remarquer et de faire un véritable lobby auprès des autres diplomates pour que la France puisse garder un rang après ce congrès de Vienne. Et c'est vrai que Antonin Carême a été, en tout cas, si ce n'est l'un des premiers à montrer que la cuisine pouvait avoir son importance et qu'en effet, si beaucoup de sujets peuvent diviser, la table réunie et que c'est autour d'une table en amadouant, on va dire, la personne qui est là, de par des vins, de par des mets, de par le temps qu'on y passe, mais de par surtout l'intérêt qu'on montre à l'autre en le recevant, que quelque chose peut se faire différemment. Et c'est là où l'art de vivre à la française, c'est là où la reconnaissance de la gastronomie française a eu son importance. Et encore aujourd'hui, on voit, alors un petit peu moins maintenant avec la mode du bien-être, on va dire, mais c'est vrai que beaucoup de sujets, il y a encore quelques temps, se réglaient autour d'une table, que ce soit les repas d'affaires, que ce soit en politique, que ce soit bien sûr en diplomatie. Donc c'est quelque chose d'important. Et c'est vrai qu'Antonin Carême a été l'un des précurseurs de la gastronodiplomatie ou diplomatie gastronomique. On peut l'appeler comme on veut, mais beaucoup de nombreux sujets, en tout cas, se sont réglés scellés autour du table. Hmm. Et c'est effectivement, moi j'ai trouvé quelques définitions sur la diplomatie culinaire, enfin le distinguo entre la diplomatie culinaire qui est typiquement Talleyrand, c'est-à-dire on fait en sorte de, comme tu le disais, d'amadouer un peu son interlocuteur, on essaye de, semble-t-il, c'était Talleyrand qui avait organisé ça, d'obtenir des informations par les chefs de salle, les commis, les intendants, etc. Et puis, ce que tu viens de dire, là, ce que tu viens d'évoquer, c'est là la gastrodiplomatie, ou peu importe, gastronodiplomatie, peu importe, on ne sait jamais comment l'appeler, mais qui est la manière aussi de
de valoriser, enfin c'est quelque chose d'un petit peu plus global, qui est une manière de valoriser son pays à travers justement et d'attirer l'attention, une attention internationale à travers la promotion de son patrimoine gastronomique. Et Oui. ça c'est quelque chose qui est relativement récent. C'est un petit peu ce que j'ai voulu illustrer par ces quelques photos, c'est-à-dire que euh, pour le dîner de la COP 21 ou pour le dîner pour le président chinois. Mhm. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette photo quand même. Voilà, c'est le président de C'est la le président République qui prend la photo. Ouais. ou c'est le président de la République qui vient vous prendre en photo. C'est quand même très illustrant. D'habitude, tu fais des selfies. Bon, ça, c'est quand même le grand, une des spécialités. Mais là, pour le coup, c'est le président de la République qui vient prendre une photo des chefs, ce qui quand même est bien l'illustration du poids, de l'importance que vous pouvez représenter à des moments clés. Oui, tu as raison, Lionel. La preuve en est ma récente nomination. La France est le premier pays à se doter d'un ambassadeur sur la gastronomie. Donc, c'est bien que la gastronomie tient une place importante dans notre diplomatie, mais tout simplement dans notre pays, que ce soit c'est un pan de la culture de notre pays qui est très important, reconnu, classé maintenant au patrimoine immatériel de l'UNESCO grâce à son repas gastronomique et on l'espère bientôt grâce à sa baguette, mais sur le plan économique également nos exportations et l'attractivité de notre territoire se fait grâce à sa gastronomie. Et à travers ces semaines de la gastronomie, c'est également ce que l'on veut montrer, c'est-à-dire que quand l'on arrive sur une semaine de la gastronomie, on n'arrive pas en donneur de leçons, c'est de la coopération internationale et ce qu'on explique, c'est ce qui fonctionne pour nous peut fonctionner pour vous et tous ces pays qui sont demandeurs de semaines de la gastronomie l'ont bien compris, c'est-à-dire que au départ, vous savez, quand on a rencontré les premiers chefs israéliens, je me souviens sur cette semaine de la gastronomie, initié par l'ambassade de France, par vous, les chefs étaient un petit peu sur leur frein en se disant mais qu'est-ce que nous on va apprendre à des chefs français quel est l'intérêt pour eux de venir chez nous notre gastronomie en Israël après tout pourquoi est-ce qu'elle intéresserait des chefs français et ils ont très vite compris l'intérêt dans les deux sens pour les deux pays parce que comme tu l'as dit Lionel c'est l'occasion à travers sa gastronomie de faire passer des messages comme je l'ai dit dans mon introduction, et c'est également l'occasion de valoriser son terroir et son territoire. Et à travers son terroir et son territoire, bien sûr, celles et ceux qui le font. En ce qui concerne la France, nos producteurs, nos agriculteurs, nos chefs cuisiniers, mais également tous nos artisans, nos pâtissiers, nos vignerons, et on pourrait, la liste est très très longue, nos fromagers et ainsi de suite. Donc pour les chefs étrangers qui nous accueillent, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que je me souviens des premiers échanges avec des chefs israéliens et ceux que je peux avoir encore aujourd'hui, c'est l'évolution et leur reconnaissance par rapport à ça. C'est-à-dire que comme tout à chacun au début, bah, ils ont commencé par copier ce que les chefs leur montraient, et petit à petit, et on a un vrai bilan au bout de sept festivals et plusieurs années, on va dire, de coopération, c'est qu'au début, ils ont copié un petit peu ce que les chefs amenaient comme technique, et vice-versa. Des chefs français ont copié ce que des chefs israéliens avaient comme technique, et après, chacun de son côté, avec son histoire, avec son passé, avec sa philosophie, avec son terroir, avec là où il vit, ils se sont appropriés chacun leur gastronomie. Et on peut le dire aujourd'hui, il y a une vraie gastronomie israélienne. En Israël, il y a une vraie gastronomie et on ne mange pas la même chose et on ne mange pas les mêmes. Je ne parle pas de la cuisine de famille, hein, je parle de la cuisine qui pourrait être une cuisine de référence pour les chefs israéliens. Il y a de vraies identités culinaires qui se sont créées. Je pense notamment à Ezra dans les hauteurs de Jérusalem. Je pense à de nombreux chefs à Tel Aviv qui ont créé leur univers gastronomique, comme ont pu le faire des chefs brésiliens, comme ont pu le faire des chefs coréens. Tu as montré tout à l'heure une photo de cette semaine de la gastronomie française en Corée, pour dire l'importance également que la gastronomie a pris. Nous avons ouvert l'année croisée Corée-France par un festival de la gastronomie, avec tous les journaux télévisés, avec toute la couverture médiatique qui pouvait aller avec. Donc c'est quelque chose en effet d'important. C'est quelque chose, en effet, tu l'as montré. Alors peut-être qu'entre Talleyrand et maintenant, bah, on avait perdu un petit peu ça. C'est-à-dire qu'autant Talleyrand avait compris l'importance de la gastronomie, autant toutes celles et ceux qui lui ont succédé prenaient peut-être ça, peut-être par l'industrialisation. Donc la gastronomie était relayée peut-être au second plan, ce qui n'est plus le cas depuis maintenant de nombreuses années. Tu le montres avec ces photos. Jamais on aurait pu voir avant des photos de présidents à table
ou des photos d'un président prenant les photos de celles et ceux qui ont fait un repas. Tu as parlé de la COP 21, c'est un moment important aussi, je pense, dans notre histoire gastronomique commune à tous, parce que ça a été le moment où pourtant on en était à la 21e COP, hein, mais où vraiment on s'est dit que notre façon de s'alimenter, notre alimentation, notre gastronomie serait maintenant avant tout sociale, sociétale et environnementale. Et je pense que c'est un cap très concret qui a été pris lors de cette COP 21 avec, vous voyez, de nombreux chefs qui ont participé, mais ça a été en même temps une image renvoyée au monde, voulue à l'époque par Laurent Fabius et François Hollande, de se dire on reçoit près de 180 chefs d'État, gouvernants, premiers ministres et souverains, 190 je crois de mémoire, et l'axe important de cette COP 21, avec toutes les négociations, avec tout ce qui va en découler, bien sûr, ce sera le repas. C'est-à-dire qu'avant, là où ça pouvait être anecdotique, là où on nourrissait les gens et où on n'en faisait pas forcément état, là, ça a vraiment été une séquence importante de la COP 21 et depuis bien sûr, ça s'est répandu à travers le monde. Et aujourd'hui, on le voit bien dans la philosophie même de la gastronomie mondiale, les enjeux environnementaux et sociétaux sont pris en compte. Et ça, je pense qu'on le doit à la COP 21 et on le doit, il faut quand même rendre à César ce qui est à César, à la gastronomie française. C'est-à-dire ce qui pouvait paraître du bon sens il y a quelques années ne l'était plus et il a fallu que les chefs avec leur technique, avec leur façon de faire, se réapproprient ce bon sens d'aller vers une cuisine plus environnementale. C'est-à-dire qu'avant, on trouvait ça tout à fait logique de faire de la cuisine hors saison. Aujourd'hui, c'est plus du tout à l'ordre du jour. Et on le voit avec les différents menus, d'ailleurs, aux différentes tables, hein, pas qu'en France, mais vous savez que je suis, enfin, pour ceux qui ne le savent pas, je leur dis, je fais partie du club des chefs qui fédère les chefs de cuisine qui travaillent pour les chefs d'État à travers le monde, avec la chef de la Maison Blanche, le chef d'Angela Merkel, le chef de la reine d'Angleterre, mon ami Shalom Kadosh, qui est le représentant pour l'État d'Israël. Et à chaque fois que nous nous rencontrons, nous nous rendons compte que, bien évidemment, les menus se sont adaptés à cette nouvelle gastronomie. Donc, c'est en effet quelque chose d'important, ce soft power. Et moi, je préfère dire gastronodiplomatie que gastrodiplomatie. Je trouve que ça fait un peu mal à dire, gastrodiplomatie. Donc, je préfère gastronodiplomatie ou diplomatie gastronomique. Mais c'est vrai que c'est en effet un enjeu. Alors, les chefs en étaient bien sûr persuadés. Quand je dis les chefs, tous les artisans des métiers de bouche. Mais là où ça a vraiment évolué, c'est la preuve déjà qu'une conférence comme celle-ci existe aujourd'hui, c'est que dans la tête des dirigeants, dans la tête des décideurs, moi j'ai fait des conférences notamment pour des grandes écoles, Sciences Po, HEC, parce que même celles et ceux qui ne se destinent pas à la cuisine se rendent compte que ce qui a fonctionné pour la gastronomie peut fonctionner pour beaucoup de choses et que en fait c'est l'hybridation des méthodes, l'hybridation des savoirs qui fait qu'un pays rayonne et est riche de ce qu'il est. Et c'est pas juste par le prisme d'un outil que l'on peut faire rayonner en ce qui nous concerne la France et bien sûr Israël lorsque nos semaines étaient des semaines croisées France-Israël, Israël-France. Mais c'est ce que tu dis sur sur la compétition des pays sur ce sujet-là, c'est-à-dire sur le soft power et sur l'influence que la gastronomie peut avoir. On le voit évidemment à travers évidemment tous les classements qui peuvent exister. Il y en a de plus en plus. Et puis on le voit aussi à travers des opérations qui sont menées par des pays eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on a fait notre opération en Corée, on va y revenir avec Johan, on voit bien que ils ont, que ce soit la Thaïlande par exemple ou la Corée, ils ont lancé des programmes visant à changer la perception de leur pays à travers justement la gastronomie et cette gastronodiplomatie. La Thaïlande, il y a quelques années, on lançait un programme qui s'appelait Global Thai et qui visait à augmenter le nombre de restaurants thaïlandais dans le monde de 5 000 à 10 000 en 10 ans. C'est-à-dire avec un objectif et puis avec du financement associé. Donc on voit bien à quel point c'est aussi un enjeu qui est un enjeu d'identité. Donc quand la France reçoit et quand elle reçoit bien, bah, d'une certaine manière, elle tient son rang de pays emblématiques et leaders dans le monde de la gastronomie. Mais c'est aussi un enjeu qui est un enjeu économique. Et on va y venir justement tout de suite. C'est justement avec
on en a parlé justement à quelques reprises, c'est sur comment est-ce qu'on peut allier, j'ai évidemment oublié économie allier culture, gastronomie, diplomatie, mais à l'intérieur de diplomatie, c'est à la fois la diplomatie culturelle et la diplomatie économique. Il y a eu un changement, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers de ça, mais ça a été un changement très important. Johan va peut-être nous en dire un mot, mais euh, tout ce qui relevait du développement économique était précédemment rattaché à Bercy, au ministère de l'économie et des finances. Et il y a peut-être une dizaine d'années de cela maintenant, je crois que c'est Laurent Fabius Laurent qui avait, Fabius. fait cela, hein, ça. Laurent Fabius avait décidé de déplacer tout ce qui relevait de la diplomatie économique, on va appeler ça comme ça, de Bercy vers le ministère des Affaires étrangères. C'est-à-dire de faire en sorte que le ministère des Affaires étrangères soit aussi un acteur, pas seulement des grands traités, des grands équilibres mondiaux, de la protection des Français à l'étranger, de la culture, mais aussi de l'économique. Et donc, du coup, peut-être, Johan, si tu peux nous dire un petit mot de ton point de vue aussi, comment est-ce que ce festival en 2013 qu'on a monté ensemble, et ça c'était atypique pour le coup, que la culture et l'économie fassent des choses ensemble, comment est-ce que cette idée a émergé et quels étaient aussi les objectifs du côté service économique d'une ambassade? Oui, bien sûr. Alors, ce que Lionel vient de rappeler est extrêmement important parce que Laurent Fabius, à l'époque où il était donc le ministre des Affaires étrangères, a permis un vrai changement de perception, à la fois auprès du grand public, mais aussi réellement pour les ambassadeurs et pour les services des ambassades, du rôle de développement économique et commercial des représentations françaises à l'étranger. C'est-à-dire que on avait, je crois, jusqu'à cette époque-là, peut-être d'ailleurs que ça perdure dans certaines ambassades encore, le sentiment que l'ambassade n'a qu'une fonction de représentation ou d'image de la vitrine France, alors qu'il est désormais demandé aux ambassadeurs d'être de réels VRP, pour dire les choses telles qu'elles sont, de la marque France, du savoir-faire français, et des apporteurs comme des facilitateurs d'affaires. Et les festivals que nous avons organisés, alors avec des succès divers, parce qu'on était en réalité au démarrage de notre aventure, mais on s'en est aperçu au fur et à mesure. Les festivals qu'on a organisés, en réalité, ils constituent des plateformes qui sont des plateformes extrêmement puissantes et des outils extrêmement puissants pour les représentations françaises à l'étranger, afin de pouvoir venir auprès du grand public, mais aussi des partenaires locaux potentiels, la capacité en réalité de mettre sur un plateau tout ou partie du savoir-faire français en la matière. Étant donné que, sauf erreur de ma part, notre festival, par exemple, en Italie, a, a bénéficié d'une couverture presse extrêmement importante. Dans mon souvenir, il y avait quelque chose comme 1 millier d'articles et de reportages qui avaient été consacrés à l'événement en tant que tel. Ça permet aux entreprises françaises qui sont les partenaires de l'événement de venir leurs services, accroître leur volume d'affaires ou tout simplement venir démarcher dans le cadre d'une opération d'ouverture de licence, de franchise, d'établissement de la marque sur place, de venir démarcher de potentiels clients ou de futurs clients. Et donc, ces festivals que nous avons organisés, à des degrés divers, ont permis de faire tout un tas de choses. Sur le plan purement commercial, ça a permis à des marques d'accroître leur volume d'affaires. Sur des plans purement réglementaires, ça a permis, dans des pays comme Israël et comme la Corée, par exemple, de venir assouplir des règles qui empêchaient jusqu'à l'établissement des festivals en question par exemple, d'importer tel ou tel produit. En Israël, dans mon souvenir, à la deuxième ou troisième édition, les conditions d'importation du beurre français ont été particulièrement assouplies et ça a permis à tout un tas de fabricants français, donc d'exportateurs français de beurre et de matières à base de lait et de produits qui sont fabriqués à base de lait, de se mettre à exporter leurs produits vers Israël. Et puis troisième point,
ça permet, comme je le disais, d'associer à la gastronomie tout un tas d'acteurs et d'entreprises qui, de manière, disons, naturelle, ne font pas partie de celles auxquelles on peut s'attendre dans ce genre de cadre, de sorte à ce qu'elles puissent se servir de cette plateforme pour venir accroître leur volume d'affaires. Ça a été le cas dans certains pays avec France, ça a été le cas avec d'autres marques très emblématiques du savoir-faire français, puisqu'au fond, la gastronomie française, c'est une sorte, comme je disais tout à l'heure, mais je me répète, mais je pense que le mot est très important, c'est une sorte de plateforme qui vient servir l'intégralité des intérêts de ce que la France fait de mieux et de ce qu'elle est capable d'exporter. Et c'est effectivement dans cet état d'esprit-là aussi que la plateforme, elle s'est faite à la fois avec les services économiques de l'ambassade, Johan pilotant le projet, et puis le service culturel de l'ambassade, puisque c'est aussi un très fort levier, aussi la gastronomie, évidemment, d'attractivité, d'image, presque d'empathie avec son pays. Mais au-delà de cela, c'est aussi du tourisme, et c'est aussi, et c'est là où on a pu le faire à plusieurs reprises, en Corée avec Ferrandi, en Israël avec Vatel, c'est aussi une attractivité pour l'enseignement et pour les écoles françaises qui ont aussi cette réputation d'excellence dans le domaine de l'hôtellerie ou de la restauration. Et ça, peut-être les écoles, Guillaume, tu as l'habitude de travailler avec elles. Tu peux peut-être nous dire justement dans quelle mesure elles sont aussi d'excellents vecteurs aussi pour cette gastronodiplomatie, parce qu'on a beaucoup d'étrangers qui viennent en France pour se former, soit parce qu'ils ont envie de devenir chef, soit parce que ils ont envie de passer quelques semaines, quelques mois en France pour apprendre les rudiments de la gastronomie française. Oui, alors c'est vrai que les écoles françaises, que ce soit en France ou les écoles françaises à l'international ou les coopérations qu'il peut y avoir entre les différentes écoles. D'ailleurs, il existe en Israël des coopérations avec Vatel notamment, avec d'autres instituts israéliens. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'important parce que la qualité des cours qui sont dispensés est reconnue. Et ce qui a fait la renommée de notre gastronomie française, c'est bien évidemment ce terroir qui est unique au monde. On est le seul pays avec une telle variété, une telle quantité, une telle diversité de produits du nord au sud et d'est en est. Donc c'est ce qui fait ça, bien sûr, mais c'est surtout la technique de tous nos artisans, de nos cuisiniers, de nos pâtissiers, de nos chocolatiers, qui ont su développer ces techniques à travers le temps et qui ont su surtout l'exporter et qui ont su la faire reconnaître. Et lorsque l'on monte des festivals, des semaines de la gastronomie ou toutes sortes de manifestations qui peuvent être montées à travers le monde, on a en plus besoin de main-d'œuvre, on a besoin de gens qui peuvent mettre tout ça en application. Et en même temps, la transmission, la formation, c'est un pan important de notre culture française. Moi, j'ai deux écoles à l'international, deux à Madagascar et une qui est en train d'ouvrir à l'île Maurice, et bientôt quelques-unes au Canada, qui portent humblement mon nom. C'est bon, c'est eux qui l'ont voulu, ça leur permet de trouver des partenaires, on va dire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Et lorsque un chef français donne son nom à une école à l'international, tout de suite, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes parce qu'on sait que derrière ça, il y aura une certaine rigueur qui va être demandée. Et en même temps, il y aura des résultats. Parce qu'on a fait nos preuves. On a fait nos preuves, on sait que les écoles françaises à l'international, on sait que les cours dispensés dans ces écoles sont des cours de qualité et permettent d'aller vers la réalité du terrain, permettent d'aller vers la réalité de choses concrètes pour ouvrir des restaurants. Et c'était quelque chose aussi d'important de ces semaines de la gastronomie française, c'est qu'il y ait toujours un pan de transmission qui soit intégré dans le programme. C'est-à-dire que pour pas que les élèves, alors israéliens, coréens, italiens, peu importe, se sentent mis en dehors, on va dire, de cette semaine et que cette semaine de la gastronomie, que ces festivals qu'on peut monter dans le monde entier, que les gens sur place puissent se les approprier.
Et c'est en effet quelque chose qui fait partie de nous. Ça fait partie de cette attractivité que les touristes peuvent avoir pour la France également. C'est-à-dire que lorsque Laurent Fabius a voulu mettre cette diplomatie gastronomique en œuvre, avec notamment l'opération Goût de France, initiée par Alain Ducasse et l'ambassadeur Faure à travers le monde, où chaque ambassadeur de France avait dans sa lettre de mission l'obligation de faire au moins un événement dans l'année autour de la gastronomie. C'est dans la lettre de mission de l'ambassadeur de France. Donc c'était quelque chose d'important. Cette opération Goût de France que nous avons, nous trois, menée à Rome, où on a eu en effet l'ouverture des journaux télévisés jusqu'aux États-Unis. Alors je ne sais pas si on le doit tant à notre cuisine qu'à la présence de Monica Bellucci au dîner de gala, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a eu, ça a été l'opération Goût de France à travers le monde qui a fait le plus de médias, plus que le repas initié d'ailleurs par le ministre et le président de la République au château de Versailles au même moment. Donc en effet, c'était quelque chose d'important pour l'Italie, c'était quelque chose d'important pour nos partenaires et c'était quelque chose d'important pour la diplomatie française. Et là où toute cette transmission de savoir-faire fonctionne, c'est que aujourd'hui, une fois de plus, la France ne veut pas arriver en donneur de leçons, mais elle veut arriver en disant, regardez, si ça fonctionne pour nous, si aujourd'hui l'apprentissage, la transmission, c'est quelque chose d'important dans notre pays, ça peut le devenir aussi dans le vôtre. Et nous, nos métiers, en tout cas de la gastronomie, ce ne sont pas des métiers qui peuvent s'apprendre uniquement avec comme on peut le faire là en visioconférence ou avec un cours magistral. Ça doit s'apprendre par la transmission de la main. Et donc, il faut à chaque fois pouvoir montrer, démontrer que ce que l'on dit fonctionne. Et donc, ce sont des moments importants entre des jeunes et des cuisiniers, des pâtissiers, des vignerons, des sommeliers, des fromagers qui ont un vécu, qui ont un passé, qui ont quelque chose à transmettre. Et donc, ça fait, je pense, le liant dans tout ça. C'est-à-dire que si on faisait des semaines de la gastronomie juste pour faire un repas, ça ne fonctionne pas. Ça n'intéresse personne, hormis les gens qui sont au repas. Par contre, à partir du moment où on arrive avec un programme qui couple du culturel, de l'économique, de la diplomatie et en plus, par bonheur, un peu de plaisir et de gourmandise, forcément, ça intéresse les gens et on voit que la médiatisation est au rendez-vous. Et à partir du moment où la médiatisation est au rendez-vous, eh ben, les partenaires sont au rendez-vous, les politiques sont au rendez-vous, les décideurs sont au rendez-vous. Et c'est le succès, je pense, de ces semaines de la gastronomie. Et Monica Bellucci est au rendez-vous aussi. Et Monica Bellucci, si en plus qui aime les produits français et le vin français, peut être au dîner, c'est vrai que ça peut aider. Il y avait aussi, je le précise, il y avait aussi Jean Tirole, le prix Nobel d'économie. Ouais, mais sur CNN, ils en ont mais, moins parlé. mais on se souvient beaucoup plus de Monica Bellucci, étrangement. Donc là, vous avez sur ce slide effectivement quelques rappels du contexte, hein, mais on l'a bien évoqué avec Johan et Guillaume, avec une déclinaison qui s'est faite, on l'a dit, alors pour le grand public, alors de manière très très concrète, là on rentre un petit peu dans le dur, dans l'opérationnel, c'est la déclinaison dans les cuisines, c'est-à-dire à travers des menus à quatre mains, c'est-à-dire qu'un chef français était en résidence dans un restaurant, alors comme c'était en Israël, en Corée, à Rome et également en Chine, à Chengdu, donc dans un restaurant, et il créait donc des menus spécifiquement croisés, soit une alternance d'un plat local et d'un plat français, soit de la création avec les produits locaux, toujours, de menus spécifiquement. Et tout un chacun pouvait aller au restaurant, à l'époque où on allait au restaurant, tout un chacun pouvait aller réserver sa table et aller au restaurant. Donc c'était vraiment une première étape qui était, comme tu le disais Guillaume, vraiment de partage et de donner l'occasion à chacun de pouvoir goûter et expérimenter ce mélange des cultures et des cultures gastronomiques. L'autre aspect, c'était celui de faire des masterclass, là aussi dans une logique de transmission, hein, dans un grand hôtel avec grand écran, et chacun pouvait prendre des notes, voire monter sur scène et cuisiner avec les chefs. Et puis des opérations là aussi euh, euh, plus atypiques, disons, de solidarité dans les hôpitaux, en prison, dans des centres de réinsertion, pour là aussi transmettre aux chefs de cuisine dans ces différentes structures, en école également, pour transmettre aussi
des pratiques, des bonnes pratiques, pas comme tu le disais Guillaume, de manière presque un peu hégémonique et en donneur de leçons, mais au contraire pour partager et pour apprendre aussi des bonnes pratiques. Je pense que tu as dû revenir aussi avec, là on est presque dans la restauration collective. Tu dis souvent que à l'Élysée, tu faisais de la restauration collective, bon, d'un certain niveau, mais quand même. Mais est-ce que tu es revenu avec ces expériences-là, en hôpitaux, en prison, avec des souvenirs qui t'ont marqué et que tu as pu éventuellement retranscrire? Oui, parce que c'est vrai que moi, je me revendique comme un chef de restauration collective. Un chef de restauration collective, il fait ce qu'on lui demande dans le temps qui lui est imparti avec les moyens qui lui sont donnés. Donc, en fonction des moyens, bah, il fait pas la même chose. Donc, ce qui est sûr, c'est que le budget dans un ministère ou dans une préfecture ou dans une prison ou dans un hôpital n'est pas le même. Et en fonction de ça, le savoir-faire va avec. C'est-à-dire, est-ce que le chef a le temps de se former? Est-ce que le chef, en fonction de ses priorités? Et c'est vrai que pour toutes les opérations de solidarité qu'on a pu mener, notamment en Israël. Alors, il y en a eu de nombreuses, mais les objectifs n'étaient pas les mêmes. Par exemple, je me souviens dans ce grand hôpital, quand il avait fallu qu'on améliore un petit peu le quotidien des patients, la priorité du chef, c'était bien évidemment de garder tout le monde en bonne santé. Donc l'hygiène primait surtout, et il a fallu amener des petites touches. Des fois, ça a été des assaisonnements, ça a été des méthodes de cuisson, ça a été des sauces. Je me souviens d'une recette de vinaigrette notamment qu'on avait fait ensemble, que je lui avais amené, et comment lui pouvait ensuite, avec ses nombreux cuisiniers, la dupliquer pour les X centaines de couverts qu'il devait faire par jour. Donc c'était une autre façon de faire, mais c'est aussi là où les chefs français savent s'adapter. Ça n'a pas été la même chose quand on a travaillé avec une association qui s'appelait La Tête. Je me souviens à l'ambassade, où là, avec des paniers de première nécessité, on apprenait à cuisiner avec les conserves, c'était une aide alimentaire qui était donnée à des mamans notamment, et donc il fallait les aider à cuisiner ce qu'on leur donnait. Une autre fois, il y a eu en effet en prison avec l'épouse du président, nous avions été en prison, une prison pour femmes, et on avait concocté ensemble avec ces femmes prisonnières un repas, et elles recevaient leur famille. Enfin, vous voyez, il y a eu différentes choses à faire. Il y a à chaque fois un aspect différent du métier, et à chaque fois, je pense que le maître mot, c'est déjà l'humilité et de savoir s'adapter. Et bien évidemment, on en ressort et on en ramène déjà des souvenirs et une expérience humaine d'une très grande richesse. Et toutes celles et ceux qui ont pu y participer, tous les chefs, m'en parlent aujourd'hui, parce que ça fait aussi partie de notre métier. Vous savez, notre métier, c'est pas juste faire bien à manger dans les grands restaurants, ça en fait partie, mais c'est aussi donner de son temps et partager des valeurs. Et la cuisine française, la gastronomie française, je me souviens d'ailleurs, les médias étaient interloqués par ça, parce qu'ils pensaient qu'on venait peut-être que pour briller au début, avant de nous connaître, hein, avant de connaître ce festival. Mais je me souviens, les premières années, ils étaient étonnés de savoir pourquoi est-ce qu'on allait passer une demi-journée dans une prison, ou une journée dans un hôpital, ou une journée avec des jeunes défavorisés, alors que on pouvait aller à la rencontre des grands chefs israéliens. Mais ce n'est pas que ça, la cuisine. La cuisine, c'est aussi des moments de partage. Et justement, la France, les chefs français arrivent en disant, écoutez, on veut participer à toutes les facettes de votre métier, comme on peut le faire en France. En France, les chefs participent à de nombreuses opérations caritatives, et je pense que c'était quelque chose d'important. Et pour revenir sur le rayonnement dont tu parlais tout à l'heure et dont parlait Johan, il y a des pays en effet qui ont compris ça et qui l'ont fait très bien. Je pense à notamment beaucoup de pays du Nord qui ne sont pas au départ connus pour leur gastronomie, comme je sais pas, la Norvège, le Danemark, qui ne sont pas des pays à première destination où on se dit tiens, on va y aller pour leur nourriture. Et pourtant, ils ont mis le paquet pour justement redorer ce blason et faire en sorte que l'attractivité par le tourisme, par une certaine marque, la marque du nom du pays souvent, fait que l'on connaisse le pays pour diverses raisons. Ça peut être ses paysages, ça peut être son artisanat, et en tout cas, la gastronomie est très souvent prise en compte. Italie l'a fait très bien, notamment en ouvrant des centres commerciaux Italie, qui sont des centres commerciaux à mi-chemin entre des centres culturels et des centres gastronomiques autour de l'Italie. L'Angleterre le fait très bien également à l'international. Et c'est vrai que la France est en train, depuis de nombreuses années, avec cette marque France, avec de nombreux services liés justement à la diplomatie économique, est en train de remettre aussi cette identité, cette marque France sur le devant de la scène, pour bien sûr valoriser notre territoire, mais surtout pour pouvoir dispenser une certaine attractivité à travers le monde et dire aux gens, vous savez,
la gastronomie, ce n'est pas qu'élitiste, parce que souvent ce nom, cette traduction gastronomie dans les autres pays d'ailleurs, enfin quand en anglais on dit food, ça fédère beaucoup plus de gens que gastronomie. Alors que le mot gastronomie reste élitiste dans la tête des gens, mais ça ne l'est pas. La gastronomie, c'est tout simplement de la gourmandise et ça peut être un bon fruit de saison, comme ça peut être un plat très simple, ça peut être de la street food, comme ça peut être un grand plat dans un 3 étoiles, mais ce n'est pas que ça. Hmm. Euh, on va peut-être donner la parole à Johan. Et j'ai vu qu'il y avait une question sur la qualité dans les cantines scolaires. Donc on pourra peut-être y répondre. Johan, parce que je crois que tu dois partir dans pas très longtemps, c'est bien Ouais, ça? ouais. Est-ce que tu veux nous parler, est-ce que tu veux nous parler justement de Eric Kaiser en Israël et comment est-ce que justement quand on parle de, de, de développement économique, d'image d'un pays à l'étranger à travers sa gastronomie, à travers ses marques, comment est-ce que ça impacte et quel impact est-ce que tu constates dans le lancement de la marque? Eh bien, en fait, Est-ce que ça change? Ouais. en fait, Tel Aviv et de manière générale Israël sont considérés comme respectivement une ville et un pays dans lequel des marques de food étrangères ont beaucoup de mal à s'implanter. Même si je ne veux pas tout comparer, des enseignes gigantesques comme Starbucks ou comme KFC ou Burger King ont échoué à plusieurs reprises à venir s'implanter, malgré les moyens considérables, malgré la puissance de la marque à l'étranger, malgré le savoir-faire dans l'adaptation. Et pour nous, c'était donc, au moment d'implanter la marque Eric Kaiser, c'était un assez grand, je dois reconnaître que c'était un assez grand défi. Et donc, je dois, après seulement, donc ça reste relativement tôt, mais après seulement 7 ou 8 mois d'activité ici à Tel Aviv, on a le sentiment que même si la communauté française joue au rôle de relais d'opinion, on se retrouve avec une proportion de 80 à 90% de clients qui sont des natifs du pays. La marque a donc bien pris. Euh, le savoir-faire français de la boulangerie artisanale tel qu'il est pratiqué partout où il s'implante a bien pris également. Je crois qu'il y a quelque chose dans le fait de fabriquer la pâte et de la cuire, fabriquer la pâte à base de levain liquide, et de la cuire à plusieurs reprises par jour devant le client dans des ateliers qui sont eux-mêmes vitrés au sein des boutiques, c'est-à-dire prendre le temps et investir de l'argent pour que la fabrication se fasse de manière ouverte vis-à-vis du client. On a un fournil dans chacune de nos boutiques. Ce genre d'éléments qui sont finalement très français pour savoir-faire permettent, en tout cas à ce stade, d'avoir une adoption de la marque par la clientèle locale. Donc on a fait le choix de venir nous implanter dans des quartiers évidemment extrêmement passants, historiques, dans lesquels se regroupent ou se retrouvent les 3 à 4 grandes catégories de clients que sont les résidentiels, les bureaux, les touristes et les gens de passage pour nos boutiques, plus le savoir-faire à la française, pardon, plus l'importation des matières premières de base depuis la France, c'est-à-dire qu'ici en Israël, nous importons toutes nos farines, le beurre de Touraz, nous importons le chocolat, nous importons les amandes. Euh, je pense que ces 3 éléments ont permis une bonne installation de la marque. Je précise par ailleurs que, et ça c'est également dans le savoir-faire d'Eric Kaiser, que nous vendons quelque chose comme 80% de produits qui sont des produits de chaîne, trouvés dans les boutiques de la maison Kaiser à Paris, à Tokyo ou à New York, et une vingtaine de pourcents sont des produits purement locaux, dont les recettes ont été établies avec lui et ses équipes, de sorte à marquer, si vous voulez, l'attachement d'Eric Kaiser donc au marché local, mais aussi de sorte à pouvoir coller à toutes les fêtes, les célébrations, les parfums, les goûts qui sont. Voilà ce sur quoi nous avons travaillé donc ces derniers mois. Voilà ce qui fait que les boutiques aujourd'hui permettent d'accueillir
plus d'1 millier de clients par jour, ce qui est quand même relativement important pour des boulangeries. Et voilà aussi ce qui fait que dans les 7 derniers mois, l'installation de la maison Kayser a été, après évidemment les sujets de presse macroéconomiques, le premier sujet commercial en termes de reprise presse, tous médias confondus, ici en Israël. Énorme succès. Pour le moment, on touche du bois. Énorme succès. Euh, on a une question, alors je ne sais pas si elle t'est directement adressée, Johan, mais justement, Eric Kaiser, est-ce qu'elle fait partie de... On n'est pas dans la restauration collective, on n'est pas non plus dans une grande chaîne industrielle. Guillaume, Johan, est-ce que vous avez une réponse à cette question justement de Lucas et de Michel qui nous interrogent justement sur la prise de conscience de la non-qualité des produits dans un certain nombre de cantines scolaires et aussi de manière générale dans la restauration collective, que ce soit les grandes chaînes industrielles et évidemment les approvisionnements de masse qui laissent penser que c'est pas de la bonne qualité, pour faire court. Je pense que je ne trompe pas le propos de Michel et Lucas. Alors, déjà, vous m'entendez ou pas? Parce que j'ai eu un petit souci, j'ai dû me déconnecter et Oui, me reconnecter. moi je t'entends en tout cas. Ouais. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que quand même, ça va mieux. C'est-à-dire qu'en effet, alors peut-être qu'il a fallu passer par des scandales sanitaires ou des scandales économiques, hein, comme de la fraude, comme des fameuses lasagnes au poney qui ont été distribuées il y a quelques années, pour que les gens se rendent compte en fait que ce qu'ils mangeaient, ça avait de l'importance. Et le problème de beaucoup de groupes agroalimentaires, c'est pas qu'ils cherchent à faire ou pas de la qualité ou de la non-qualité. Ce qu'ils veulent faire, eux, c'est juste de l'argent. Donc, en fait, c'est le seul qui avait le pouvoir de changer ça, c'était le consommateur. Et depuis quelques années, ça commence quand même à rentrer en ligne de compte, que ce soit dans les cantines d'entreprise, que ce soit dans les cantines scolaires, parce que derrière, il y a forcément un intérêt des parents. Je pense que ça va quand même un petit peu mieux. Alors, c'est toujours pas les endroits où on mange le mieux. Pourtant, je vous dis, je connais énormément de chefs de la restauration collective qui sont à leur tâche, qui sont à leur travail et qui font attention. Et vous savez, ça fait jamais plaisir à qui que ce soit que d'entendre dire bah, ce que vous avez fait, c'est pas bon, c'est pas bien. Et le chef, c'est vrai, d'une cantine scolaire, quand il reçoit des produits déjà tout préparés et que sa consigne à lui, c'est juste de remettre en température, c'est pas un boulot très valorisant pour lui. Et au final, ça fait énormément de gâchis et c'est pas très bon, bien sûr. Alors, je pense que les choses sont en train de changer. On a le métier de cantinière et de cantinier qui est revalorisé, où les gens se sont rendus compte qu'en effet, c'était un moment important de leur journée. Peut-être qu'en plus, le Covid a accéléré ça aussi et les gens se disent que bah, quand on se retrouve à cette pause de la journée où le repas doit être pris, il faut que ce soit bon, tout simplement. Donc, c'est quand même en train de changer. Je pense que celui qui a le pouvoir pour ça, c'est vraiment le consommateur, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un axe important de la communication du consommateur dans l'entreprise, à l'école ou ailleurs, de dire, bah, écoutez, oui, à l'hôpital, enfin, moi je travaille beaucoup avec les hôpitaux, avec la PHP notamment, bah, en effet, ils ont conscience qu'aujourd'hui, le repas, c'est en plus un vecteur de guérison, un vecteur de temps aussi pour parler, pour échanger, et que c'est quelque chose d'important et que d'entendre dire on mange mal à l'hôpital, bah, les gens qui gèrent les hôpitaux, ça les travaille forcément. Donc je me souviens, lorsqu'on avait fait cet échange avec le chef en Israël, lui, en tout cas, essayait de faire, une fois de plus, le mieux qu'il puisse avec la formation qu'il a, dans les moyens, avec les moyens qu'on lui donne, dans le temps qui lui est imparti. Donc, bien évidemment, vous ne mangerez jamais dans une collectivité comme vous pouvez manger dans un restaurant, sauf si vraiment vous y mettez le prix ou que la collectivité y met le prix. Alors, une fois de plus, c'est pas impossible parce qu'il y a des entreprises, par exemple, qui se disent bah, notre cantine, on va dire, ou la restauration de notre entreprise, c'est quelque chose de très important. Donc, on y met les moyens. Il y a des entreprises où on mange très bien. Bon, je ne pourrais pas vous les citer parce que je ne les connais pas toutes, mais notamment, c'est vrai, celles liées à la restauration. Vous allez manger chez le groupe Accor, vous mangez correctement. Vous allez manger dans plein d'entreprises où ils ont mis vraiment des cuisiniers en cuisine, notamment des banques, notamment des choses comme ça. Voilà, où ils se sont dit c'est quelque chose d'important. Et la qualité, elle ne pourra augmenter
que si de la fourche à la fourchette, j'ai envie de dire, les gens prennent conscience de ça. C'est-à-dire qu'il faut accepter des fois de payer un petit peu plus cher, pas de dépenser plus d'argent forcément dans sa globalité, mais en tout cas que les moyens qui sont définis pour le repas soient un petit peu plus importants et peut-être un petit peu moins importants, je ne sais pas, dans la décoration ou dans les nouvelles technologies ou dans des choses comme ça. Et il y a des entreprises qui ont fait ce choix-là. C'est de se dire bah, peut-être qu'au lieu d'acheter 250 ordinateurs, on va en acheter que 200. Et par contre, on va augmenter la qualité de notre restauration et on va avancer petit à petit dans ce sens-là. Donc ça, je pense que déjà, ça va mieux. Le constat il est quand même là. Ça va quand même beaucoup mieux. Alors, en Israël, je ne peux pas vous dire, mais en France, en tout cas, ça va mieux. Johan, tu parlais de chaînes de gros groupes qui ont essayé de s'implanter et qui n'ont pas réussi. C'est bien parce que en Israël, il y a aussi une particularité, c'est qu'on fait attention à tout ça et qu'on ne veut pas soit se faire avoir, soit mal manger. Et par mal manger, je ne fais pas la guerre entre la haute gastronomie et une fois de plus ce qui pourrait être défini comme une junk food ou de la street food, parce qu'on peut, et en Israël, on le voit bien, on peut manger pour un prix tout à fait abordable quelque chose de bon, parce que le prix, c'est pas le consommateur qui le fixe, c'est le professionnel qui fait à manger. Et le consommateur, quand il passe la porte de votre établissement ou quand il vient à manger dans votre food truck, ce qu'il demande, c'est d'avoir quelque chose de correct au prix pour lequel on lui donne. Et quand c'est pas bon, c'est toujours trop cher. Donc je pense que déjà, voilà, c'est quand même en bonne voie, c'est quand même en train de changer et qu'il faut encourager ça. C'est-à-dire qu'après, bah, c'est le consommateur qui est roi là-dessus et il suffirait tout simplement de plus acheter ou de plus aller dans tous ces endroits-là pour qu'ils changent leur façon de faire ou que ça ne fonctionne pas. Et Burger King en Israël en est une bonne démonstration. Hmm. Et alors, Johan a dû nous quitter pour un rendez-vous. Business is business. Mais effectivement, pour réagir sur Michel et l'actualité, sur les objectifs de bio dans les cantines, etc. Là, en ce moment, il y a une discussion, vous êtes au courant évidemment, la discussion sur la loi, Egalim, sur la loi climat qui reprend un certain nombre, qui reprend et qui va un peu plus loin de ce que la loi Egalim a porté. Vous pourrez regarder dans l'article 57 de la loi, je suis précis, l'article 57 de la loi, il y a une proposition qui renforce la loi Egalim et qui les étend justement à la restauration collective privée à compter de 2025. Et c'est 50% de produits durables et de qualité, dont au moins 20% de produits issus de l'agriculture biologique. Alors, tout ça ne veut pas dire qu'à la fin, ce qu'on a dans son assiette est bon. non. Ça, ça, tu me le confirmeras, Guillaume. Mais Oui. néanmoins, voilà, en tout cas si on veut considérer qu'il y a un mix entre des produits qui sont issus d'un approvisionnement durable et ou bio, pour répondre aussi à la question qui était posée, bah, voilà, il y a une direction qui est prise avec, là aussi pour répondre à Chloé, sur est-ce qu'il y a des aides, notamment pour favoriser l'achat local, etc. De ce que j'en sais, on est vraiment sur aussi de la responsabilité des collectivités. C'est-à-dire que quand on est une région qui a la responsabilité des lycées, un département, des collèges ou une municipalité, celle des maternelles, enfin des écoles, du scolaire, du primaire, effectivement, ils peuvent pousser et aller plus loin. C'est ce qu'a fait auprès d'un opérateur donc de restauration collective scolaire, que je ne citerai pas pour pas faire de pub, mais il y en a deux connus, un à Marseille et un qui n'est pas à Marseille, c'est celui qui n'est pas à Marseille. La ville de Saint-Étienne a demandé un taux d'approvisionnement durable de 70% en local et de 80% en bio. Donc, ce que tu disais, Guillaume, c'est-à-dire à la fois qu'est-ce que le client va faire dans sa consommation au quotidien, mais aussi évidemment comment est-ce que les pouvoirs publics et les responsables politiques vont pousser. Et ça, sans en faire de politique partisane, vous pouvez regarder les différents. D'ailleurs, c'est les régionales en ce moment, donc je trouve que c'est un bon exercice de regarder les programmes des candidats au régional là où vous êtes. Je me suis intéressé un peu au sujet. Il n'y en a pas un tout parti confondu, hormis peut-être à la marge, mais à peu près tous
vous disent, moi je veux renforcer le bio, je veux renforcer le local, je veux renforcer l'agriculture raisonnée, et pour certains même je veux réinternaliser ma cantine collective et ne plus la confier à des restaurateurs, voilà, parce qu'ils sont sans doute aussi un peu courts sur l'argument, c'est-à-dire le fait de dire que la restauration collective est forcément mauvaise. On n'est plus chez Tricatel, quoi. Voilà. Si tu disais, Non, voilà, on- pour ceux qui ont la référence Tricatel, vous irez regarder un les très bon plus anciens, SNES. Pour les pour les plus plus vieux anciens, d'entre c'est-à-dire vous. nous deux, mais vous pourrez regarder effectivement ce qu'était Tricatel et dans l'imaginaire ce que pouvait être Tricatel. Voilà. Oui, J'espère qu'on non, a répondu juste un aux petit point, questions. Lionel. Par rapport à ça, oui, alors la loi Egalim et maintenant la loi climat qui va renforcer ça, c'est vrai que le but était de tout simplement mettre des objectifs chiffrés euh, à minima, c'est-à-dire qu'on leur demande de mettre C'est du ça. bio. Du bio, il faut savoir que si la restauration collective et la restauration collective privée ont été impliquées dedans, c'est parce que nous sommes, je dis nous parce que en tant que chef de l'Élysée, je faisais près de 95 000 couverts par an, nous sommes les plus gros distributeurs de repas en termes de volume en France, à côté de la restauration privée. Donc, bien évidemment que si il faut faire changer les choses et pour soutenir toute la filière biologique, parce que pour tous ces producteurs, il faut qu'il y ait des débouchés. Donc, les restaurateurs ne suffisent pas à donner des débouchés à tous nos producteurs. Donc, pour que les choses puissent changer dans le bon sens, il faut soutenir toute cette agriculture, il faut soutenir tout ce mode de production, et donc il faut pouvoir lui amener des débouchés. Les débouchés sont les repas servis en restauration d'entreprise et en restauration collective. Donc, il a fallu aller vers des produits de qualité, du bio, tu as raison, des labels rouges, des AOP, des appellations, du local pour redynamiser, c'est vrai, des territoires, mais en fonction du territoire où tu te trouves, c'est compliqué. Quand par exemple la région parisienne, près de 10 millions d'habitants, pour retrouver du local, on est obligé de s'approvisionner un petit peu plus loin que le local. C'est là où on peut prendre du bio, c'est là où on peut prendre tout ça. Mais surtout, ce que l'on souhaitait valoriser, notamment dans le bio, c'était le bio français. Donc c'est pour ça que ça n'avait pas de sens de dire 50% de bio, parce qu'on n'a pas les capacités de production sur le territoire de toute façon pour nourrir les gens avec 50% de bio. Et une fois de plus, quand on fait appel à tous ces produits, ce n'est pas un critère de qualité gustatif, c'est un critère de qualité environnementale, de production, bien évidemment, mais ça ne veut pas dire, c'est pas pour ça que c'est bon. Si vous n'avez pas un cuisinier formé, vous avez beau lui donner des beaux produits, s'il n'est pas formé, s'il ne sait pas faire, c'est pas pour ça que ça va être bon. C'est comme sur le fait maison, ça ne veut pas dire que ce que vous mangez va être bon, c'est-à-dire ce que vous mangez, bon ou pas, c'est fait ici. Voilà. Donc c'est un critère géographique, le fait maison. Et donc tous ces critères-là tendent bien évidemment vers une qualité supérieure, mais ce n'est pas la solution à tout. C'est-à-dire que ça fait partie des solutions. La formation des cuisiniers et des cuisinières, ce que moi j'appelle les cantiniers et les cantinières, et ce n'est pas péjoratif parce que c'est un vrai métier, c'est un vrai savoir-faire de savoir faire la cantine. C'est pas les chefs 3 étoiles qui peuvent faire de la cantine. Certains s'y exercent d'ailleurs et se prêtent au jeu, notamment Régis Marcon encore récemment, et je discute avec lui, c'est un vrai savoir-faire, c'est un vrai métier de pouvoir transformer des produits pour trouver l'intérêt aussi des plus jeunes, des convives notamment quand ça concerne les maternelles ou les écoles primaires, de pouvoir leur faire manger des repas équilibrés et c'est pas une fois de temps en temps, c'est au moins 5 repas par semaine, si ce n'est plus, pour les pensionnaires, tout au long de l'année et bien évidemment en fonction des saisons et en fonction d'un coût qu'il faut respecter. Et c'est pas dire du mal de la restauration collective, de ces deux gros acteurs dont tu parlais, mais ils ont également un besoin de rentabilité derrière. Quand une région, quand un département, quand une municipalité leur dit, bah, écoutez, pour nourrir mes élèves, c'est tant, et ben eux, ils doivent déjà gagner leur vie sur ces temps, et en plus reproduire, enfin, pouvoir dupliquer ça et pouvoir rémunérer leurs collaborateurs avec les normes d'hygiène qui sont demandées, bien évidemment, et qui sont, enfin, qui prennent aussi de cette marge-là, et bien évidemment les producteurs. Et c'est vrai que c'est là où le pouvoir politique a un rôle à jouer, parce que c'est avant tout une décision politique. Qu'est-ce qui fait que dans mon budget de région, de département ou de ville, je vais allouer telle somme à la restauration collective de mon administration, ou plus ou moins. Et ben voilà, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en effet, beaucoup de municipalités, beaucoup de départements commencent à réfléchir à avoir soit des cuisines centrales rémunérées par des cuisiniers ou des cuisinières que eux paieraient, plutôt que de passer encore par un intermédiaire. Peut-être, il y en a également, je le sais dans l'Essonne, je le sais en Seine-et-Marne, prévoient des légumeries
pour acheter, offrir des débouchés justement à tous leurs agriculteurs, à tous leurs producteurs en disant, écoutez, nous, vos légumes, on vous garantit qu'on vous les prend, on les traite, on les travaille et ensuite on les dispatche dans nos différentes cantines, dans nos différentes administrations, que ce soit les hôpitaux, que ce soit toutes les municipalités, et ainsi de suite. Donc, des solutions, il y en a. Il faut, je pense, tout prendre en compte pour ensemble, du producteur jusqu'au consommateur, et bien évidemment le pouvoir politique, pour pouvoir faire changer les choses. Il y a un aspect très important dont on commence à parler depuis quelques années, et nous, ça a été notre cheval de bataille avec les chefs depuis longtemps, parce que quand on nous demandait par rapport au coût, et quand notamment on me dit oui, mais faire à manger, ça coûte cher, ça a un certain coût, il y a quelque chose que l'on prenait très peu en compte, c'est le gaspillage. Il faut quand même savoir que dans les ménages français, donc dans les ménages, c'est-à-dire chez vous, dans la restauration, ce qu'ils appellent hors restauration commerciale, donc dans la restauration privée, à domicile, les chiffres sont effarants, parce que c'est près de 50% des choses qui sont achetées qui ne sont pas consommées. Entre ce qui reste dans l'assiette, ce qui est périmé, ce qui reste dans le frigo, ce qui est brûlé. Voilà, 4 aspects. C'est-à-dire qu'il y a le gâchis, mais le gâchis, c'est pas juste ce qu'on met à la poubelle. Ça va déjà entre ce qui est maltraité, ce qui est épluché quand ça ne devrait pas, voilà, les œufs qui sont cassés, ce qui reste dans le frigo, le truc qui reste brûlé, les enfants qui ne mangent pas. En tout, c'est près de 50% de ce qu'on achète. Donc déjà, c'est là où il y a une formation qui est importante et où les chefs militent depuis longtemps contre ce gaspillage, c'est sur l'éducation, parce que déjà, si l'on formait un petit peu les gens au même titre qu'on va leur apprendre à gérer un budget, qu'on va leur apprendre plein de choses, et ben, apprendre à s'alimenter, c'est quelque chose d'important. La saisonnalité, qu'est-ce qui fait? Je me souviens qu'au journal télévisé, il y a quelques temps, c'était un grand scandale. Ils avaient fait au mois de janvier un reportage pendant 5 minutes sur le journal de 20 minutes, de 25 minutes que durait le journal. Ils avaient fait 5 minutes sur le prix des courgettes qui étaient hors de prix dans toute l'Europe. Ah oui, c'est pas la saison des courgettes. Non seulement c'est pas bon et c'est cher en janvier. Alors, il y a d'autres choses à faire. Donc, à partir de ce moment-là, où on commence à cuisiner même des choses simples, où on sait acheter, où on sait cuisiner, on va gagner de l'argent. Et il y a un autre aspect qui est à prendre en compte et où la restauration collective, pour le coup, ça va devenir également obligatoire peut-être pour les ménages, mais en tout cas dans la restauration collective, c'est le traitement des déchets par la méthanisation ou par un autre biais. Et ce traitement des déchets, c'est pas juste quelque chose d'utopique et de se dire oui, bah, c'est bien pour la planète. Non, c'est un vrai enjeu économique. C'est que la valorisation des déchets, elle fait économiser de l'argent, voire elle fait gagner de l'argent en fonction de ce qu'on en fait et comment est-ce que c'est traité. Et tout ça, ça revient dans le coût global de ma fabrication. Donc c'est en fait tout un univers qu'il faut prendre en compte pour faire baisser les coûts de production, de traitement. Alors ça peut être par un système, en effet, du fait que ce ne soit plus de la livraison par un acteur de la restauration collective, pour pouvoir mieux acheter et mieux rémunérer. Et peut-être, plutôt que d'aller vers des produits déjà élaborés de l'agroalimentaire, qui sont moins nourrissants, moins bons, avec les problèmes d'obésité, avec tout ça, enfin avec tout ce qui en découle, aller vers des produits de meilleure qualité. Alors, pour répondre à la question, est-ce qu'il y a des aides? Il y a énormément d'aides qui aujourd'hui existent, hein, que ce soit des aides européennes, des aides nationales, enfin, régionales, départementales et municipales. Et avant tout, ce qu'il faut, c'est que ce soit une volonté politique. C'est-à-dire que le maire d'une ville ou d'un arrondissement dans Paris notamment, parce que je parle de Paris parce que je sais qu'il y a beaucoup de maires d'arrondissement dans Paris qui l'ont mis justement comme un enjeu électoral, mais qui l'ont mis en place en se disant bah, nous on doit gérer les écoles, les primaires notamment, et c'est quelque chose d'important pour nous, et on préfère mettre le paquet là-dessus. On a réembauché, il y a des maires d'arrondissement qui ont réembauché des professionnels pour ça. Donc c'est ce qui permet de pouvoir avancer vers ça. Merci Guillaume. Et en complément, effectivement, il y a aussi l'information des convives. C'est-à-dire qu'il y a, et puis on va revenir aussi sur l'objet premier de notre échange, hein. Mais c'est aussi l'information des convives ou des consommateurs. Je pense par exemple au Nutri-Score, qui est mis en place sur un certain nombre de paquets, qui est mis en place parfois dans un certain nombre d'espaces de restauration collective, qui permettent aussi un apprentissage, parce que il y a effectivement le fait que en amont, les opérateurs fassent et utilisent des produits de qualité, les transforment convenablement, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on va mettre dans son assiette quand on est à la cantine. Est-ce qu'on met que des produits à base de glucides, alors qu'on a le choix aussi de prendre aussi un peu de légumes, d'équilibrer entre
de la viande, des légumes et des choses, voilà, et des produits lactés. Donc il y a aussi un apprentissage à faire. Enfin, voilà, on déborde un tout petit peu du sujet. Peut-être qu'on reviendra ou tu reviendras, c'est toi l'expert, pour parler de tout cela. Euh, je reviens un tout petit peu quand même sur notre sujet pour vous parler de. Alors on en a pas mal parlé donc de So French So Good qui a démarré en 2013. Donc ah, j'ai perdu le document du coup. Vous le voyez ou pas? Non, Non, hein. pas plus, je pense Ah, qu'il faut relancer le partage. alors je relance le partage. Et bonjour Ah, Yael en attendant, qui nous et on rejoint, dit bonjour à Yael. qui nous rejoint de Tel, Tel Aviv et qui a également travaillé sur les semaines de la gastronomie. Ah oui, cheville notamment sur tout le ouvrière. volet solidarité. Ouais. Qu'on a parfaitement mentionné, slide 6. Voilà, avec le travail dans les hôpitaux, en prison, dans les centres de réinsertion. Je vous enverrai les liens. Vous pourrez aller regarder les trailers des événements qui ont été organisés, qui vous donnent un petit peu l'ambiance de ce qui a pu être organisé. Et puis ensuite, quelques opérations. Alors, je reviens un petit peu peut-être de manière générale pour vous montrer les enjeux. Quand on a fait l'opération ensuite à Rome en 2015, bah, là, il y avait un certain nombre d'enjeux pour l'ambassade. L'ambassadrice venait d'arriver, pardon, voilà. L'ambassadrice Catherine Colonna venait d'arriver et donc c'était sa première opération de relations publiques pour elle. Donc évidemment, vous imaginez que l'événement qui était organisé au Palais Farnèse, donc à l'ambassade de France à Rome, revêtait pour elle un caractère extrêmement utile, prestigieux et de notoriété, et pour pouvoir aussi commencer à nouer des liens politiques, économiques avec ses interlocuteurs. Et puis c'était la première opération, Guillaume en a parlé tout à l'heure, de Good France, qui est donc vraiment dans le cahier des charges des ambassadeurs désormais, tous les ans, d'organiser au moins un événement autour de la gastronomie française. Et puis pour nous qui organisions les choses, bah, évidemment, c'était notre première opération commerciale, donc non plus en ambassade, mais sous forme d'entreprise. Donc là, c'était aussi l'occasion pour nous de montrer le savoir-faire et puis de tester notre modèle économique. Euh, la deuxième opération, a lieu à Chengdu, la capitale du Sichuan. Donc là, on a emmené, donc sur la première opération à Tel Aviv, je crois qu'on avait emmené 6 ou 7 chefs. Il y avait Guillaume Gomez, il y avait Thierry Marx, Christophe Rache, le chef du Crillon, Christophe Devergne, qui est enseignant également. Enfin, voilà, on avait un panel assez varié, même en termes d'origine et de formation. Là, c'était une plus petite opération. Et là, c'était très intéressant en termes de diplomatie aussi, puisque c'était aussi pour le lancement d'une ligne directe entre Paris et Chengdu, et c'était Aéroport de Paris qui avait souhaité mettre à l'honneur la gastronomie française. Donc on était là encore dans cette question du partage et du renforcement des liens économiques. Et puis la dernière opération que nous avons menée avant que chacun nous allions pour Guillaume poursuivre son parcours et nous avoir d'autres vies, c'était à Séoul, donc en 2015, dans le cadre de la saison croisée entre la France et la Corée. Et c'était un des événements d'ouverture, si ce n'est l'événement d'ouverture, puisque je pourrais vous envoyer la vidéo également, mais c'était vraiment une opération extrêmement puissante, puisque on a réuni en 2 jours 25 000 personnes sur la plus grande place de Séoul, au cœur de la ville, avec un événement de street food. Et là, donc, ça nécessitait de créer du lien, du partenariat avec des opérateurs locaux. Là, on était, faut dire ce qu'il y a, on était en partenaire avec un opérateur de la restauration, pas la restauration collective, mais c'était une grande chaîne de distribution d'Asie du Sud-Est qui s'appelle SPC. Vous pourrez regarder, il y a quelques marques en France, notamment Paris Baguette, Paris Croissant, Paris Baguette, qui est très présent en Asie du Sud-Est, mais qui souhaitait justement redorer le blason et recréer, retisser du lien avec la France, et puis aussi apprendre de nouvelles techniques,
Et donc là, pour le coup, on avait mis à disposition de cette structure deux meilleurs ouvriers de France, c'était Philippe Huraca et Éric Trochon, et puis Christophe Devergne, qui lui est enseignant dans un lycée professionnel et qui avait justement construit toute une offre nouvelle adaptée des recettes françaises et des techniques françaises pour ce gros opérateur. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous sur les opérations qu'on a menées et puis aussi tout ce que ça peut sous-tendre en termes de promotion de la France, promotion et valorisation aussi des savoir-faire et des hommes et des femmes qui font la gastronomie française. On a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé et je pense que c'est peut-être le moment pour vous de vous exprimer, de poser vos questions et de réagir sur ce sujet ou sur d'autres comme on a pu déjà le faire. Alors, on a une question de Lucas, c'est bien ça, Oui, pour Lucas Guillaume. qui demande, À quelle fréquence êtes-vous amené à vous Allô? entretenir avec lui et quel type de directive pouvez-vous recevoir de sa part, du président de la République? Quelle est la fréquence de vos échanges, de vos discussions et le type et les instructions, les orientations? Je pense que c'est aussi ça un peu la question. C'est quelle est la nature même de cette question et comment le président s'investit dans cette question-là? Est-ce qu'il est vraiment très, très intéressé par ce sujet? Il y a plein d'autres sujets à traiter en ce moment, mais quelle place accorde-t-il à celui-ci? Et on a Oui, perdu Guillaume. Non, et ouais. voilà, il est là avec nous. Vous me voyez ou pas? On te voit pas, mais on t'entend. Bon, j'ai un petit souci de connexion. Alors, pardon, j'ai pas compris la question parce que ça a connecté, que ça grésille. Donc, redis-moi, Ouais, pardon. ouais. Oui, oui, la question est de savoir quelle est la nature profonde de la mission que t'a confiée le président de la République. Est-ce que tu reçois de sa part des instructions, des directives? Est-ce qu'il te passe des messages particuliers? Et quelle est la fréquence des entretiens que tu peux avoir avec lui? Alors, les objectifs à court, moyen et long terme, nous Ouais. précise Chloé. Alors, Et la fréquence des discussions que tu as désormais, alors pas dans ta vie passée, parce que je crois que c'était quand même très très souvent, mais désormais, maintenant que tu es son représentant personnel. bah, dans ma vie passée, étant géographiquement assez proche de lui et pouvant le voir tous les jours, hein, en fonction des repas. Vous m'entendez ou pas? Ouais, ça y est, c'est revenu. Allô? Ça coupe. Oui, ça coupe. Donc je disais, dans ma vie passée, géographiquement située au Palais de l'Élysée, donc je pouvais le voir quasiment tous les jours. Et suite à la mission, donc il m'a nommé son représentant personnel vis-à-vis des acteurs de l'alimentation, vis-à-vis des chefs et vis-à-vis également de tous nos producteurs. Alors, vous pensez bien qu'en ce moment, le travail est en priorité sur la relance de la restauration. Donc mes interlocuteurs sont surtout les organisations professionnelles et les différents ministres. Je rends compte au président de la République, donc la fréquence de nos échanges, bah, en fonction des besoins, ça peut être soit un contact bilatéral assez direct, soit je fais passer des notes comme tout à chacun. Et après, c'est quelque chose que l'on va construire sur le long terme. Donc les échéances à plus ou moins court terme, moyen terme et long terme, c'est avant tout la relance de la restauration. Ensuite, j'ai en charge toute l'attractivité et le rayonnement de la gastronomie française à l'international et sur le territoire, donc quand les voyages pourront reprendre. J'ai en charge, vous avez entendu sûrement parler de l'année de la gastronomie. Donc, on est en train de travailler avec les équipes du Premier ministre et avec un comité sur ce que devra être l'année de la gastronomie. Alors, pas le programme à part entière, mais surtout le socle de ce que l'on souhaite pour notre gastronomie. Et mon travail, ma mission va jusqu'au rayonnement et également ce qu'on pourrait appeler la vision gastronomie, la vision food des grands événements internationaux comme la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques. Donc, je travaille également avec les organisateurs de ces Claude Haché pour le rugby et le préfet Cadeau pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, sur tous ces grands événements qui seront des rencontres internationales où la France sera bien sûr regardée
et tous les acteurs de la gastronomie, de l'alimentation et des savoir-faire auront un rôle à jouer. Donc voilà pour ma mission rapidement. Et en ce qui concerne les échanges, le travail, la fréquence, bah, c'est dès que j'estime avoir besoin d'un arbitrage du président de la République. Donc vous pensez bien qu'en ce moment, il a… Ah, bonjour Dorit. Dorit a rejoint la session. En ce moment, il a bien évidemment des gros dossiers, donc j'essaye de le déranger le moins possible et de faire passer des notes ou de faire passer des messages lorsque j'en ai besoin. Et en ce qui concerne, pardon, la deuxième partie de la question sur les instructions, bah, les instructions, le président était très clair, il m'a déjà donné ses instructions. Donc ensuite, c'est au fur et à mesure, à partir du moment où j'en estimerai avoir de nouveaux besoins d'instructions, mais pour l'instant, c'est très clair pour le rayonnement de la gastronomie, pour la valorisation de nos producteurs, de nos savoir-faire, de nos artisans, jusqu'aux grands événements, donc comme je vous l'ai dit, la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques. Voilà. Que vous avez. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des remarques? Moi, je suis désolé, mais il va falloir Ouais. dans 4 minutes, parce qu'à 15h30, j'ai un autre call qui commence. Donc, il va falloir que je vous laisse. Je voulais vous remercier. Merci pour avoir initié cet échange. J'espère le refaire. J'espère que ça donnera des idées. Je vois que Dorit s'est branché. Donc, en attendant de pouvoir se revoir en Israël, on pourra peut-être refaire une petite séquence année de la gastronomie pour valoriser un petit peu ce qu'étaient ces beaux festivals de la gastronomie, puisque c'est quand même, à mon avis, le plus beau résultat de toutes nos ambassades. C'est vraiment parce que, en effet, année, Lionel, tu l'as dit, on est venu avec une délégation d'une dizaine, mais c'est monté jusqu'à ces dernières années à près de 40 personnes qui venaient. Donc, ça a été les plus belles délégations, ça a été les plus belles semaines de la gastronomie française à l'international, jusqu'à 6 ou 7 villes, je crois, en Israël. Donc, c'est vraiment, à titre d'exemple, pour beaucoup d'ambassades, ce qu'il faut faire pour faire rayonner notre gastronomie et nos savoir-faire. Donc, un grand merci à vous toutes et tous d'avoir suivi ça. Je vous dis à très vite, soit en présentiel, comme on dit, à Tel Aviv ou à très bientôt. Et en tout cas, n'hésitez pas à me ressolliciter. Ce sera toujours un plaisir d'échanger sur ces sujets-là avec vous. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Guillaume Gomez. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, au et revoir. tout le monde te remercie. Merci beaucoup. Moi, j'ai Bon. encore une question qui s'adresse Oui. peut-être à vous, à Lionel, à Yael, à Dorit. En plus, Yael et Dorit qui nous parlent en direct du monde d'après, puisqu'en Israël, on a rouvert les restaurants, on a rouvert les cafés. Et moi, je me disais, là, on vient de traverser, on est en train de traverser encore en France une période assez particulière qui a vu un bouleversement des éléments en présence et surtout, entre autres, et surtout pour la gastronomie. On a vu émerger de très belles initiatives en termes de solidarité. On a vu évoluer notre rapport à la cuisine. Les restaurants ont dû se réinventer. Là, à première vue, et si on fait un petit peu de prospective, qu'est-ce qu'on mettrait justement dans une semaine de la gastronomie du monde d'après? Est-ce qu'on y mettrait de nouvelles choses? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels on insisterait peut-être plus? Est-ce qu'on réfléchirait à de nouveaux formats? Qu'est-ce que le monde d'après vous évoque? Si on peut parler du monde d'après. Je vais démarrer parce que, et puis je laisserai la parole à Dorit et Yael, peut-être qu'elles le feront et qu'elles ont déjà pensé à cela. Mais moi, je vais rebondir quand même sur une des questions qui a été posée par plusieurs d'entre vous, qui est vraiment celle qui vraiment tourne autour de la prise de conscience de ce que notre monde est en train de, j'allais dire, de consommer à vitesse grand V ses capacités, ses ressources. Et je crois que la manière dont les chefs, mais aussi les producteurs, inventent justement ce monde d'après, et parfois l'inventent un tout petit peu en retard par rapport aux besoins des consommateurs. Et par rapport aux besoins, et au-delà des consommateurs, des citoyens. C'est-à-dire que Guillaume l'a bien dit, et c'était vrai évidemment lors d'une question sur la restauration collective, mais dit autrement, la pression du consommateur, la pression du citoyen sur ces nouvelles manières de consommer, d'être responsable dans la manière de produire. Ça, je crois que c'est vraiment au cœur de ce que pourrait être un nouveau festival de gastronomie. Euh, euh, même si c'est
parfaitement sous-tendu par ce qui est offert à la carte, mais bonjour Dorit, content de te voir. Euh, même si c'est parfaitement sous-tendu dans les cartes, mais évidemment le flexitarisme, comme on peut le dire, la capacité à produire et à proposer dans les assiettes des choses, des produits de qualité et responsables à un coût qui soit. J'ai vu que quelqu'un avait notamment souligné le fait qu'il y avait quand même un enjeu aussi d'augmentation considérable de ce que peut représenter pour un ménage euh, euh, le fait de se nourrir, hein, juste le budget. Vous disiez, c'était Michel qui parlait de 3 à 4 fois. Le budget du ménage a été divisé par 3 ou 4 au moins en 70 ans, dit-il. Je pense que ça, c'est des vrais sujets qui intéressent et qui montrent à quel point euh, la gastronomie est vraiment, c'est pas seulement la gastronomie, mais c'est ce qu'elle induit, la manière dont on produit, la manière dont on pense ce que l'on a dans l'assiette, la manière dont on informe aussi les consommateurs. Je pense que ça, c'est au centre d'un futur festival. Mais peut-être qu'il y a d'autres. Alors, Peut-être qu'il y a d'autres avis, d'autres sujets qui grimpent. Doris, tu veux peut-être nous dire, toi, ce que tu voudrais mettre dans ce prochain festival, cette prochaine semaine? attendez, parce que, une petite seconde, je vous ai pris un petit peu. Vous m'entendez là? Oui, Est-ce que vous m'entendez? Bon, très Oui, bien. Doris. Je vous ai pris un petit peu sur le pouce parce que j'ai pas été prévenue du tout, donc je connais même pas le sujet. Si tu peux m'en dire un peu plus, Mathilde. Je débarque hein, complètement, hein, mais je veux bien, je veux bien. J'ai c'est arrêté pour participer. Je suis tellement contente de vous voir déjà pour commencer. Oui, oui, oui. Alors, pour Voilà. rester dans le contexte, moi, j'ai eu la chance de travailler avec Yael, avec Dorit, avec Lionel, mais bien avant que les semaines de la gastronomie soient réalisées. Et puis là, aujourd'hui, on est au sein d'un cours gastronomie, œnologie des patrimoines culturels. Et puis finalement, on a de fil en aiguille, Lionel devait présenter les semaines de la gastronomie. Et puis Guillaume est venu. Et puis Johan est venu. Alors, je me suis dit que on a élargi aussi l'audience aux élèves. On est sorti du seul cadre de ma classe. Donc, je vous ai un peu fait passer l'info comme ça. Tout s'est fait un peu rapidement. Et c'est vrai que vous, en plus, vous êtes déjà dans l'étape d'après, quoi, où il faut penser cette suite. Complètement, oui, complètement. On est vraiment dans l'étape d'après, oui, c'est vrai. On la ressent depuis une semaine déjà. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que le ressenti de cette étape d'après, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, Doris, je comprends. Voilà. Alors, l'étape d'après, c'est qu'ici, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que tout ce qui est livraison à domicile, hein, on a deux énormes prestataires qui sont Wolt et Bis, qui sont montés en flèche. Et je pense qu'ils ne vont pas. Je pense que la livraison à domicile ne va pas. Déjà, elle était très étendue déjà en Israël, mais elle ne va pas s'arrêter. Elle va continuer. Je pense que c'est quelque chose qui va rester en place, qui ne va pas bouger. Le fait aussi de consommer aussi sur des bancs, de consommer sur de la pelouse, de consommer sur des petits coins, sur des petites caisses, sur sur des chaises, sur des bancs, comme il y a beaucoup dans Tel Aviv, ça ne va pas s'arrêter, ça va se poursuivre. C'est une nouvelle mode de restauration à l'extérieur, je dirais. Et c'est toi aussi, du coup, une façon d'emmener le restaurant chez soi qui va peut-être se pérenniser. D'emmener le restaurant chez soi et aussi de manger à l'extérieur sur des petits bancs et sur des petits bancs et sur des bancs, sur des petits rebords, sur des petites caissettes. Tel Aviv a créé ses propres petites caissettes d'ailleurs. Je vous enverrai une photo, c'est très sympathique. Elle a même, s'en souvient de la Corona, on va dire, hein, si on peut dire ça maintenant. Elle a même à son effigie, parce que les gens ont commencé à prendre des petites caissettes en plastique pour s'asseoir dessus, comme il n'y avait rien d'autre pour s'asseoir et pour se restaurer. Tel Aviv a créé des petites caissettes en plastique avec son effigie et les a distribuées aux petits kiosques, aux petits restaurants. Et je vous enverrai des photos, c'est très rigolo. Même en bas de l'Institut, on en a plein. Même sur Levinsky, sur tout Rothschild, on est rempli.
Voilà, je pense que ça, c'est une habitude, une nouvelle habitude qui s'est instaurée et qui va rester, je pense. Donc du coup, un rapport à ce qu'on appelle la street food, peut-être différent et peut-être à creuser également. Voilà, exactement. Ok, bon. J'ai vu que Michel avait levé la main, il me semble. Ouais, bonjour. J'espère que la connexion sera pas trop mauvaise et que vous m'entendez. Oui, oui, on vous entend, Michel. Ouais, donc moi j'ai quitté mon cours sur patrimoine pour venir. J'ai eu l'invitation pareil en dernière minute via l'IESA. Donc merci Mathilde, merci à tous. Moi j'ai un projet en fait pour créer un festival de gastronomie et de cinéma en 2022 en Lorraine. Et donc je travaille là-dessus, donc ça m'intéressait, c'est pour ça que je suis venu vous rejoindre. Et je regardais, justement, il y avait un festival à Metz de cinéma sur tout ce qui est film écologique ce week-end. Il y en avait un qui s'appelait Le Bonheur est dans l'assiette, je crois, euh, et qui disait en fait que ben, on a vachement appauvri nos régimes alimentaires en centrant tout sur la viande, et qu'il y a 100 ans, on consommait 10 fois plus de légumes secs, par exemple, dans nos menus, un Français moyen. Et du coup, je me demandais si dans la haute gastronomie, etc., tout ça, ça changeait aussi, ou si la viande, elle reste toujours centrale, et si, voilà, c'était une question que je me posais. Si ça évolue aussi à ce niveau-là, vite, ou si ça met du temps, voilà. Hmm. Alors, je vais pas répondre pour, en lieu et place de Guillaume, hein, parce que là, ce serait vraiment lui qui saurait vous répondre. Mais ce que l'on constate, et les échanges que je peux avoir avec des chefs, c'est qu'évidemment, les habitudes de consommation, ou, soit par goût, soit par souhait une prise de conscience du fait qu'on consomme trop de viande et qu'il y a d'autres manières de consommer des protéines, font que inévitablement les chefs eux-mêmes sont amenés à adapter leur carte. Alors c'est vrai c'est vrai du côté des chefs, c'est aussi vrai du côté de la restauration collective, euh, dont on parlait tout à l'heure, qui ont eux aussi bien pris conscience du fait qu'il y avait un énorme effort à faire de ce côté-là, parce que eux-mêmes ont aussi la pression, quand on parle de restauration collective dans le scolaire, ont eux-mêmes aussi la pression des parents d'élèves. Et si vous êtes vous-même parent d'élève, vous savez à quel point vous pouvez être extrêmement vigilant sur ce qu'il y a dans l'assiette de vos enfants. Euh, et donc, ça se voit dans le secteur de la restauration collective, et là aussi, ça se voit aussi dans la loi. Là encore, sur le projet de loi climat résilience qui est en cours de discussion, qui va être en séance publique à partir d'aujourd'hui, je crois bien, euh, vous verrez, il y a un article qui vise justement à la structuration d'une filière, la filière des protéagineux en France. Donc, qui permettent justement de se dire comment est-ce que on fait en sorte de lutter d'abord contre la déforestation importée, puisqu'on importe quand même beaucoup de soja, on importe quand même beaucoup de protéagineux du monde entier, et, et en regard de cela, comment est-ce qu'on arrive à produire aussi nous-mêmes nos propres protéines de manière plus responsable, et comment est-ce que cette production de protéines plus responsable peut venir euh, compenser la consommation de viande dans les assiettes, et de manière tout à fait corrélée. Vous le voyez bien avec le débat sur le repas végétarien, qui a été qui a fait beaucoup parler de lui, mais en réalité, c'est une réalité dans un nombre très important de collectivités. Vous avez énormément de villes qui mettent en place, et des opérateurs de restauration collective qui mettent d'ores et déjà en place un repas végétarien au moins une fois par semaine. C'est déjà quelque chose qui est rentré dans les habitudes, si ce n'est dans le cahier des charges, évidemment, des donneurs d'ordre que sont les collectivités. Ouais. Je ne réponds pas exactement à la question de Michel, euh, qui a d'ailleurs une excellente idée de faire un festival autour de cinéma et gastronomie.
par ailleurs. Et du Vous coup, avez du coup, je me demandais si on invite des chefs à venir cuisiner, si on leur dit vous faites le minimum de protéines animales et vous essayez de faire. Enfin, est-ce que sur les cartes, alors, dans les restos gastronomiques, c'est concrètement, c'est très concret déjà aujourd'hui ou est-ce que c'est une évolution très lente? C'était ça alors, ma question. non, non, alors d'abord c'est très concret et j'entendais la question qui était derrière, c'est si je traduis bien, c'est si j'invite des chefs étoilés à venir dans mon festival, mais que je leur demande de cuisiner soit végétarien, soit avec pas de viande ou quasiment pas de viande, est-ce qu'ils vont se plier à cet exercice? Eh ben, je pense, si je comprends bien, hein, Michel, votre question, eh bien, je peux vous dire que la réponse risque d'être très, très, très fortement oui, pour une raison assez paradoxale, c'est que, bon, évidemment, les chefs sont des bons vivants, ils aiment tester, Moi, le premier. goûter, et vous aussi, et moi aussi, mais on est tous des bons vivants, on aime tous bien tester les différents produits, mais ils n'en sont pas moins, d'une part, responsables et avec une conscience d'abord de ce qu'il est bon d'ingurgiter, de ce qui est bon aussi pour la planète, mais en tant que chef, et ça on l'avait vécu en Israël, on l'avait vécu aussi en Corée et aussi en Chine, un peu moins en Italie, vous allez vite comprendre pourquoi. C'est que le, l'exercice de style et la complexité, bah, finalement, c'est un vrai challenge. C'est-à-dire que d'aller cuisiner, alors il n'y avait pas beaucoup de restaurants cachers à Tel Aviv sur lesquels on avait mandaté des chefs français. Mais si vous dites à un chef étoilé qui a l'habitude de cuisiner toutes sortes de choses sans contrainte particulière, si vous lui mettez un objectif qui consiste à dire, voilà, vous allez faire de la cuisine cachère, vous allez faire de la cuisine halal, vous allez faire de la cuisine végétarienne, vous allez utiliser uniquement 3 ingrédients et, et quelques condiments, mais vous allez nous faire quelque chose d'absolument merveilleux. Ben, évidemment, ça va le sortir, peut-être pas sa zone de confort, mais en tout cas, ça va le sortir de ses habitudes, lui qui a l'habitude de mélanger, d'utiliser un certain nombre de produits et énormément de produits pour faire un plat et un plat d'excellente qualité. Donc, euh, voilà, donc je pense que c'est quelque chose qu'on a vécu aussi en Corée avec des produits qu'un certain nombre de chefs n'avaient absolument pas l'habitude de cuisiner. Mais néanmoins, le fait de se confronter aux produits, à des produits ou à des méthodes de cuisson, des méthodes de conservation, notamment en Corée, je reprends cet exemple-là où il y a beaucoup de choses fermentées, notamment c'est un exercice de style et qui est justement de l'ordre du challenge. Donc, moi, je vous invite à le faire en tout cas. De la contrainte naît la créativité, c'est un peu l'idée, quoi. C'est un peu ça. Bah, regardez Top Chef. Regardez Top Chef et la manière dont alors, tout ça est un peu scénarisé, tout ça est mis en scène, etc. Mais néanmoins, vous avez justement cette notion-là de challenge qui est pas seulement le challenge du temps ou le challenge de la réussite et de la compétition, mais qui est aussi le challenge de vous allez nous revisiter, c'est le mot consacré, vous allez nous revisiter le pâté en croûte, vous allez nous revisiter euh, le millefeuille, etc., etc. Et donc, voilà, je trouve que c'est une bonne manière aussi pour des chefs étoilés de réinventer aussi un peu et de se rechallenger. Et de se rechallenger par rapport au cinéma, je trouve que c'est pas mal, hein. Et juste pour compléter, il y a aussi, moi je connais des chefs, alors des jeunes et des un tout petit peu moins jeunes, mais par exemple bah, Alain Passard qui s'est complètement réinventé sur le sujet du végétal, et plus récemment des chefs comme Manon Fleury qui est passé auprès aussi de Pascal Barbeau et qui font vraiment, qui ont à cœur de mettre dans leur cuisine toute cette dimension végétale. Et même j'écoutais hier, d'ailleurs je vous recommande, c'est un podcast d'Écotable. Et c'était l'invité, c'était Angèle des Guinguettes d'Angèle. Ah, guinguette.
Gaguette d'Angèle. Ouais. Plein de bouquins. Et ben elle, en fait, des grands chefs type groupe Ducasse et autres lui demandent de venir en consultante, justement pour utiliser le végétal, les super aliments, la cuisine végane, enfin pour revoir un petit peu aussi leur façon de faire et donc se challenger. Donc il y a déjà aujourd'hui une demande très forte de la part des consommateurs. Il y a une scène existante avec plusieurs générations dedans qui est déjà fort engagée sur le sujet. Et puis il y a même une scène traditionnelle qui est en train de vouloir se réinventer parce que de toute façon, je pense que là, il y a l'urgence du moment fait que c'est une évidence, j'ai l'impression. Donc je pense que c'est tout à fait quelque chose, en tout cas dans ta programmation, puisque Michel fait partie aussi des élèves en pleine réalisation donc de leur projet Grandeur Réelle. C'est tout à fait quelque chose que tu peux inclure à ta programmation, Michel, et on aura l'occasion d'en reparler si tu veux. Mais la cuisine de Ducasse a été, enfin bon, est très très empreinte de végétal, hein, de plus en plus. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions sur ce cours un peu exceptionnel qu'on vient de vivre avec des intervenants du monde entier? Non? Ok. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter la séance ici. Pour celles et ceux qui sont en fait mes vrais élèves avec qui il me reste encore une séance, la fatidique séance du rendu le 12 avril, je reviendrai vers vous par mail pour vous repréciser les modalités, hein, juste pour que vous les ayez bien en tête. Et pour toutes les personnes qui ont pu se joindre momentanément ou pour toute la durée de cette séance, merci beaucoup. Merci Lionel Choucroune d'avoir organisé cette rencontre, ce partage d'expérience. Merci à Dorit et Yael d'être venus comme ça au débeauté. Merci pour vos questions et voilà, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Voilà, et puis juste un petit mot, je vous mets en, je ne sais pas si vous pouvez continuer d'avoir accès à cette boîte et à ce chat, mais je vous envoie quelques liens pour que vous puissiez aller voir le festival ou les festivals qu'on a pu organiser avec Johan et Guillaume évidemment et encore merci à toi Mathilde de nous avoir invités. Avec toi. C'était un grand plaisir. Merci. Donc on laisse le canal un peu ouvert. Merci Mathilde. Merci Dorit. Merci Mathilde. Ça fait plaisir de te voir et Lionel aussi. Voilà, écoutez, de circonstances, ça m'a fait plaisir de vous voir. Je vous embrasse tous très fort et puis à très bientôt. À très bientôt, j'espère, oui, à Tel Aviv. Merci. Avec plaisir. Bah oui.